Dans cet épisode, tu vas découvrir l'histoire de Stéphane. À 40 ans, il a traversé un burn-out, une perte totale de repères, et même des moments très sombres. Puis il a osé franchir le pas d'un chantier participatif. Ce qu'il y a trouvé, l'accueil, les rencontres, le travail collectif, a bouleversé sa trajectoire et l'a remis debout. Et plus tu avanceras dans cet épisode, que j'ai trouvé particulièrement touchant, plus tu verras à quel point une expérience collective peut transformer une vie. Bienvenue dans Transition. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Je suis ravi de te recevoir. Merci de prendre un petit peu de temps pour partager le parcours et ta transition. C'est un peu le sujet de cette série de podcasts. Au sein du réseau Twiza, on voit pas mal de personnes qui sont motivées pour différentes raisons, mais très 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 souvent, il y a une question de transition personnelle ou professionnelle. Souvent, ça va ensemble. Et toi, j'étais très touché par ton histoire, par la manière que tu as de raconter les choses, avec beaucoup de sincérité, d'humanité. Et j'avais très très envie qu'on prenne un petit moment ensemble bah, pour repartager ça, parce que je suis sûr que ça peut résonner dans plein de personnes. Et quand on préparait cet entretien, tu me disais, un bon point de départ, ça serait, allez, 2020, à peu près au niveau des confinements. Mais juste, je vais préciser, là, on enregistre, on est en juin 2024. Heu, Toi, tu es, en Alsace et si tu veux faire une toute petite présentation rapide pour, les garder un petit peu de suspense sur ce que tu es devenu, parce qu'il y a une vraie transition. Petite présentation éventuellement? Alors moi, je m'appelle Stéphane, je viens d'avoir 44 ans. Je travaille actuellement dans une entreprise qui fait de la couverture, de la charpente et surtout beaucoup de photovoltaïque. Voilà, je suis toujours actif dans le réseau pour continuer comment dire, à le faire grandir, à le porter. Ouais, tu es papa aussi, tu m'as dit? Oui, je suis papa d'une fille de 12 ans maintenant et d'un garçon qui va bientôt avoir 7 ans. Eh oui, c'est Et oui. bien. Ça occupe un petit peu, paraît-il. Oui, Et oui, bah, je les ai pas tout le temps, je les ai qu'un week-end sur 2, mais j'essaye d'en profiter un maximum quand ils sont là. c'est très bien. Bah, merci. Alors, on s'était dit qu'on pourrait commencer par, l'année 2020. Alors, moi, je ferme un peu les yeux et je me dis: 2020, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un petit peu d'actualité en 2020, il me semble, hein? Des histoires de covid, je crois, Oui, confinement, des machins comme ça? Ouais, tu peux nous raconter, exactement, tu es où en 2020? Tu es où à cette période et qu'est-ce que tu fais? attends, Qu'est-ce qui te préoccupe? cette période-là, je suis dans la vallée en dessous de celle où j'habite actuellement. Et donc j'ai fait un burn-out. J'ai quitté mon travail. Ça a été assez laborieux parce que, ben, la politique de l'entreprise, c'était pas le comment dire? Le consensus. C'était pas, voilà. Il a fallu que je démissionne. Il a fallu que je passe par la médecine du travail et cetera. C'était très, très compliqué Ah avec mon ouais, ancien employeur c'est pas très et bienveillant comme environnement. non, ça ne l'a jamais été, mais à l'époque, c'était pas ma préoccupation. À l'époque, j'étais, voilà, ma vie de famille, mon travail et le reste peu importe. Qu'est-ce que tu avais comme J'ai loisir à l'époque? Je te coupe un petit peu, mais c'est vrai que tu as mis directement les pieds dans le plat, avec quand même bah oui. un élément absolument central qui concerne beaucoup, beaucoup de monde, hein, le burn-out, hein, qu'on y soit complètement ou qu'on l'affleure. Et mais même un petit peu avant ça, enfin, j'imagine qu'il y a des choses qui ont changé. C'est quoi tes loisirs? C'est quoi tes préoccupations ou peut-être tes inquiétudes? Enfin, t'es qui à Bon, cette époque-là? mes inquiétudes, elles vont, pour l'avenir de mes enfants. Elles vont pour, ben, le dérèglement climatique dont j'entendais de plus en plus parler. Donc l'avenir aussi, bien sûr, de mes enfants à ce moment-là. De mon avenir à moi parce que je savais pas vers quoi vers quoi j'avais envie de me diriger. Je m'étais jamais posé la question de: «Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que, heu, qu'est-ce que au fond de moi, j'ai vraiment envie de faire pour la suite? Est-ce Et que t'avais je 40 vais ans. con» J'avais 40 ans, oui, je venais d'avoir 40 ans, donc j'ai eu ma crise de la quarantaine. Voilà, j'ai à la faveur d'un accident de travail,
J'étais opéré d'un genou, ça a été long à réparer, psychologiquement ça a été très lourd. Et quand il a fallu reprendre le boulot, ben j'ai pas pu reprendre le boulot. Dans ma tête, c'était non, tu y retournes pas, c'est l'enfer. Ça te tue, ça fait longtemps que ça te tue à petit feu, donc voilà. Donc j'ai heureusement un médecin traitant à l'époque qui m'a beaucoup aidé, la médecine du travail qui m'a beaucoup aidé, une psychologue et une psychiatre qui m'ont beaucoup aidé. Ça a été une période très difficile avec une tentative de suicide, avec de l'hôpital psychiatrique. Ça a été lourd pour moi et pour ma compagne et pour mes enfants à l'époque, même s'ils étaient jeunes. Voilà, donc à ce moment-là, mes hobbies se concentrent principalement sur mes activités de famille. Euh, à ce moment-là, je sais pas où je vais. Voilà. Donc, C'est le fait de faire je c'est le fait de faire une coupure, bah, là, elle était forcée et brutale, cette coupure, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est le fait de faire une coupure qui te qui te fait prendre un peu de hauteur et peut-être un peu de lucidité sur ta situation et une fois que tu as pris cette lucidité, tu te dis: «Bah, en fait, je veux pas y retourner, quoi. Mais tant que j'avais la tête dans le guidon, j'aurais pu continuer». c'est ça. Mais, Oui, ça a fait forcément beaucoup de bien. Enfin, ça a été forcément très très abrupt. Ça a été, comment dire? Ça a participé d'une longue descente, presque aux enfers, je dirais. Parce qu'à ce moment-là, ben, on a nos habitudes, enfin voilà, la façon dont on a été élevé, dans la façon dont on a été éduqué. On, quand on perd enfin quand on quitte son travail, même si c'est pour sa santé mentale et physique, on perd son statut de chef de famille, qui a le travail, qui rentre le salaire, etc. Et du coup, il y a eu beaucoup de perte d'identité, recherche de cette nouvelle identité, recherche de son but dans la vie. On cherche une nouvelle direction. On cherche euh, qu'est-ce qu'on va devenir pour la suite, quoi. Et du coup, il y a eu en même temps des transitions. Voilà, il y a eu des transitions sur de l'agriculture puisqu'on avait une maison, on avait un terrain, on avait envie de faire une production de permaculture en agriculture biologique, etc. Donc, il y a eu beaucoup de recherches là. On est passé par des sites web. Je suis passé par des sites web. Je suis arrivé sur le toit alternatif et mmh. de fil en aiguille, en fin de compte, de toit alternatif, je suis arrivé sur Amo Léger, d'Amo Léger, je suis arrivé sur tout ça. Et tu en train de faire un petit peu le bilan de toutes les transformations, enfin, en tout cas, de tous les questionnements et peut-être les claques aussi que tu as pu prendre, dans cette période-là, mais la brutalité de la manière dont ça s'est passé, est regrettable, j'en doute pas, mais au final, enfin moi, de nos discussions, j'ai l'impression que tu es quand même content d'avoir, pivoté dans ta vie, d'avoir mené la transition que tu as menée aujourd'hui et hem et est-ce que tu crois que si tu t'étais écouté un peu, si tu avais eu l'occasion de t'entendre en fait, c'est pas que tu t'étais écouté, mais si tu avais eu l'occasion de t'entendre, à un moment de relever la tête du guidon ou peut-être par un élément d'entourage ou autre chose, je sais pas, est-ce que tu penses que tu aurais, ça aurait pu donner un résultat similaire? Et peut-être te préserver d'attendre d'être vraiment là, au fond du gouffre pour burn-outer, quoi? Je sais pas, à l'époque, je me mentais à moi-même et je mentais à tout le monde, en fin de compte. Je me mentais à moi-même. J'étais, j'étais beaucoup plus matérialiste et j'étais beaucoup plus attiré par l'argent à l'époque. Et, euh, et voilà. Et du coup, par rapport au fait que moi, j'ai jamais fait d'études, j'avais, maintenant j'en ai un, mais à l'époque j'avais aucun diplôme, même pas le brevet des collèges. Pour moi, avec le travail que je faisais, je gagnais, allez, on va dire 2000 balles par mois. À l'époque, c'était très bien, quoi. Du coup, je me disais qu'il fallait pas que je me plaigne que par rapport à la vie que j'avais eue et tous les métiers que j'avais fait. Et le fait que j'avais pas de diplôme, j'étais un self-made man et puis que je gagnais ça, et ben, c'était bien, etc.
Du coup, je sais pas si j'aurais pu m'entendre à l'époque et je sais pas ce que D'accord. ça aurait donné. J'aime bien l'expression, je sais pas si j'aurais pu m'entendre, dans le sens, m'entendre me dire à moi-même: Oui, Il y a un truc qui va pas, Stéphane, il y a un truc qui va pas». c'est ça et c'est-à-dire écouter son subconscient. Mais après, c'est vrai que moi, tous les 6 mois, j'étais en arrêt pour un lumbago et en fin de compte, maintenant, quand j'y repense, je me dis que ça devait être psychosomatique, quoi. En fin de compte, il y a quelque part dans mon subconscient, il y a quelque chose qui devait me forcer à me stopper à un moment C'est parce sûr. que mon boulot me pesait trop, psychologiquement. C'est sûr, ce que tu viens de dire, c'est hyper important pour des gens, qui pourraient se retrouver dans ces signaux, précurseurs, la psychosomatisation, hein, donc en bon français, c'est quand, ce qui va pas bien dans l'esprit se retrouve dans le soma, donc dans le corps. C'est des indicateurs, qu'il faut pas sous-estimer, hein. C'est ça et moi je fais très attention à ça et quand j'ai des collègues qui sont un peu pas bien et ben, je vois qu'ils ont des problèmes de santé et je leur dis toujours de faire très attention à ça. La corrélation entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a là dans le cœur, Donc j'explique pour ceux qui nous c'est écoutent, très ce qu'il y a là, il Stéphane, il monte la tête et ce qu'il y a là dans le cœur et dans le ventre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment il faut faire très attention. Il y a tout est corrélé pour moi. Donc maintenant je sais y faire attention. À l'époque je savais pas et ouais. Par le biais des rencontres, j'ai pu apprendre ça. et tu me disais alors si on parce que là on a fait bon, voilà, c'est comme ça, c'est malheureusement, pas si rare que ça, que des parcours de transition, bah, commencent par un clash, Oui, comme le tien ou comme d'autres et bah, il y a des gens qui s'en relèvent pas trop et il y a des gens qui s'en relèvent et donc toi, ton parcours pour te relever grandi, de ça, tu me dis, il a entre autres choses, ça a consisté, pardon, à faire des recherches aussi sur internet, à essayer de trouver des alternatives. De fil en aiguille, tu as découvert donc c'est comme ça que tu as découvert les chantiers participatifs, tu me disais? exactement. Et ça t'a fait quoi? Tu avais déjà entendu parler des chantiers participatifs? Non, 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 Pas du tout? Ça t'a fait moi quoi, là? moi Est-ce ça que tu m'a te rappellerais la première fois que tu as vu le concept? Qu'est-ce que tu t'es dit, en fait? ça a été un peu, on va avoir l'impression que j'exagère, mais c'est pas vrai. Moi, j'avais l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. J'avais vraiment l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. C'est pour ça que je me suis assez rapidement inscrit sur Tuisa, que j'ai hésité un petit moment, ça c'est vrai, j'avais de l'appréhension parce que je connaissais pas du tout ça, mais peu de temps après le premier enfin dès le premier chantier participatif lancé, c'était parti quoi, ça Et alors je devenait, t'arrête avant qu'on aille trop vite dans les chantiers, c'était quoi les appréhensions que tu avais? ben l'appréhension c'est comment dire? L'appréhension que j'avais c'est, comment je vais être accueilli, comment je vais être reçu par des gens que je connais pas, qui me connaissent pas, voilà et du coup, je me demandais, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être vraiment est-ce que ça va être aussi au moins aussi bien que ce que je l'imaginais? Dans ma D'accord, dans tête, ce je me sens-là. disais ça dans ma tête, je me disais: Ça peut être que bien, ça peut être que génial» et du coup, dans ma tête, je me disais: «Attends, ne essaie de pas de mettre, voilà, la charrue avant les bœufs», comme on dit et du coup, j'avais un peu d'appréhension par rapport à ça. Je me disais: «Est-ce que c'est vraiment aussi bien que ce que ça paraissait, quoi?» et du coup, et je me demandais, parce que je cherchais, à ce moment-là, je cherchais une voie, pas forcément professionnelle, mais je cherchais une direction, quelque chose qui me sortirait de mon marasme personnel et professionnel. Est-ce que tu veux nous raconter, ce 1er chantier participatif? Il était où? Il était, sur quelle, technique, Alors moi, le premier chantier participatif, il était à 40 minutes de chez moi, de l'époque et c'était donc chez Gaël et Marie, donc c'est un ancien corps de ferme, une longère vosgienne comme on dirait,
à Sainte-Croix-aux-Mines, donc dans le Haut-Rhin. Et ce chantier participatif à l'époque, alors c'était un truc complètement fou. C'était de la reprise sous œuvre d'un mur enterré, reprise sous œuvre avec descente des fondations, avec pose d'un drain en dessous. Donc on ouvrait la longueur du mur, on ouvrait sur on va dire 1,50 m, et puis on allait creuser en dessous, on allait descendre les fondations plus bas et aller poser un drain pour que plus tard après il y ait un drain qui soit posé derrière le mur enterré. Donc ça allait excaver avec une pelleteuse et poser un drain derrière pour que l'humidité en fin de compte elle soit plus dans les murs, Ouais, mais que l'humidité soit drainée et passe sous la maison quoi. gros chantier, quoi. Donc direct, Ouais, pas d'appréhension, tu t'es dit: «Gros chantier». Pourquoi t'as sélectionné ce chantier pour commencer? parce que c'était le chantier le plus proche de chez moi. D'accord. C'est parce qu'à à l'époque, j'étais encore, j'étais encore en couple, j'étais encore dans ma vie de famille de l'époque et heu et voilà je cherchais une direction. Comme je disais, j'avais essayé un peu l'agriculture biologique, le maraîchage. J'ai du maraîchage, pas loin de chez moi, mais ça avait rien donné. Du coup, il y a eu les habitats légers, ça m'a parlé. Il y a eu, ben, l'éco-construction, l'éco-rénovation et cetera, mais la vraie quoi, celle Mmh. avec des vrais matériaux écologiques et du coup, je me suis dit: il y a quelque chose à faire là-dedans. Il y a forcément de l'avenir à ça. C'est sûrement la meilleure façon de construire ou de rénover, une maison Et alors comment il s'est passé et ce chantier? Ton accueil quand t'es arrivé? ben, ça a été chaleureux. J'ai été très bien accueilli, donc je suis arrivé dans une famille donc voilà, Gaël, Marie et leurs 3 enfants à l'époque et voilà, très très bien accueilli, chaleureusement accueilli. Tu logeais comment là-bas? Je logeais en dur, ils avaient déjà un lit, heu, un lit posé dans les D'accord. combles un peu aménagés et du coup pour le la maison était pas hors elle était hors d'eau, mais elle était pas hors d'air. Il y avait, mais bon, là on est à ce moment-là, on était à la saison, on arrivait sur la fin du printemps. Je crois que c'était fin mai Tu es resté longtemps 2020 là-bas? 2021. Bah, 1er chantier, je suis resté, quelques jours et 2e chantier aussi. Et à ce moment, voilà, il y avait des problèmes dans ma vie de couple et on n'était pas loin de la séparation à ce moment-là. Au moment où on s'est séparés, en fin de compte, j'avais un choix à faire, soit je me battais pour préserver ma vie de famille et mon couple et je laissais de côté encore une fois mes propres, alors voilà, je commençais à faire du chantier participatif, je me sentais bien là-dedans, je sentais que je faisais quelque chose qui avait du sens, je sentais qu'il y avait un appel, je sentais qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Pour moi, personnellement et professionnellement et voilà, j'y voyais vraiment, j'étais vraiment happé par ça et du coup, j'ai lâché l'affaire sur ma vie de famille Ouais, et enfin, je me suis de la manière que dont tu décris ça, je trouve que c'est dur, hein. Tu dur avec toi-même parce qu'en fait, heu, tu on parle quand même de quelqu'un, enfin, on parle de toi qui, au bout d'un moment, ton corps t'a dit, en fait: «Là, maintenant, ce qui est vital pour toi, c'est t'occuper de toi» et que de mmh, toute façon, si tu t'occupes pas de toi, tu seras pas capable de t'occuper des autres et tu c'est seras pas ça. capable de t'occuper du reste, en fait. C'est les fondations sur lesquelles tu pourras bâtir, donc tant que tu auras pas fait les fondations, c'est pas la peine, quoi. C'est pas vraiment un choix, Oui, moi, j'ai l'impression que tu as eu à faire, hein. bah, Hem, à ce moment-là, moi, je l'ai vécu comme un choix à faire parce qu'à ce moment-là, je me posais pas les choses comme tu viens de les dire, tu vois? C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'avais pas encore cette impression-là où j'étais, je savais que j'étais mal, mais je savais pas à quel point j'étais mal. Je savais mmh. pas à quel point j'étais vraiment mal. C'est au moment où ce que j'ai commencé à redresser la barre,
les chantiers participatifs, via les rencontres, et cetera, que je me suis rendu compte à quel point j'étais pas bien et surtout parce que, bah, à ce moment-là, je me sentais très bien. Du coup, voilà. Du coup, moi, je le vois comme, hem, soit je continuais à faire l'autruche, soit je me libérais de cette pression que je me mettais moi-même pour aller me libérer, ouais, mais m'élever quoi, Oui, me t'épanouir reco aussi. T'épanouir, bah, te reconstruire m'épanouir et peut-être puis aussi. parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me poussait à aller vers les chantiers participatifs et parce que ça me rendait heureux, parce que j'aidais des gens, pas pour de l'argent. J'aidais des gens et en contrepartie, en contrepartie, je les aidais, ils m'hébergeaient, ils me nourrissaient. Enfin voilà, tout se passait bien, j'étais bien, j'étais heureux et tout. Donc à ce moment-là, ben, j'ai pensé à moi, effectivement, j'ai pensé à moi. Je me suis Et ça, c'est lancé, la lecture que tu avais a posteriori. C'est la lecture que tu avais à ce moment-là, que tu avais c'est pensé la à toi lecture plutôt que qu'à penser au reste du foyer. Mais maintenant, la c'est ça. lecture que tu as, maintenant, de cette période-là. Oui, c'est sûr que de toute façon, à l'époque, j'aurais pas pu continuer à m'occuper de ma famille parce que de toute façon, j'étais pas bien et il fallait que je trouve ma voie. Il fallait que je trouve ma voie et j'avais l'impression que j'allais trouver ma voie de ce côté-là, via les chantiers participatifs. Ouais, je savais pas où ça allait mener, mais je savais enfin, j'avais le sentiment que je prenais le bon chemin. Mmh. J'ai l'impression que c'était le bon chemin pour, reprendre confiance en moi, pour Ouais, avoir de nouveau, pour avoir de nouveau, ouais, confiance en moi, pardon. ce que je trouve, ce qui est primordial. Ce que je trouve, intéressant, c'est qu'on voit un schéma qui se répète dans ton cas. C'est celui dans lequel, en fait, ta raison est toujours en retard sur tes émotions. C'est ta raison comprend que, quand elle est dans la phase d'après, a posteriori, elle analyse la phase d'avant et en fait, elle comprend. Mais heureusement, dans la phase, quand tu étais dans le feu de l'action, tu écouté autre chose que ta raison. Bon, d'abord, tu pas eu le choix, c'est ton corps et ton esprit par le burn-out qui t'ont poussé, en fait, à arrêter. Puis après, t'as quand même, suivi, t'as quand même pris des décisions, mais t'as quand même suivi des choses plus émotionnelles, plus intuitives. Donc c'était plus aussi brutal que le corps qui prend le pouvoir. Mais, et puis dans la phase d'après, de plus en plus, il y a comme une réconciliation entre les intuitions et la raison qui se mettent et comme si la raison commençait à rattraper son retard. C'est un parcours que je trouve que les exemples sont intéressants. Moi, c'est la lecture que j'en fais à t'écouter. Bah oui, à un moment, j'ai suivi mon intuition. Mon intuition me disait d'aller dans cette direction-là et j'ai suivi mon intuition. Ça a été une bonne chose parce que, faut dire qu'à l'époque, j'avais quitté mon entreprise. Je m'étais fait mettre, inapte au poste et Mmh. c'est comme ça que j'ai été licencié. J'étais licencié pour inaptitude au poste, ce qui m'a permis de pouvoir toucher mon chômage. Parce qu'à l'époque, ben, il y avait le crédit de la maison à payer, quoi. Donc Mmh. il fallait quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre. Si je démissionnais, ben, j'aurais eu la carence, donc ça aurait créé des problèmes financiers dans notre famille. Et euh, et voilà. Et à partir du moment, pour en revenir au chantier participatif, au moment où je suis allé dans les chantiers participatifs, au moment où je me suis séparé, ben, j'avais plus de chez moi. J'avais plus nulle part où loger. J'ai laissé la maison à la mère de mes enfants et pour mes enfants aussi. Ça a été mon choix. Et bah, ce premier couple chez qui je suis allé faire un chantier participatif, et ben, ils m'ont gentiment accueilli, ils m'ont gentiment hébergé, ils m'ont gentiment aidé aussi psychologiquement. Du coup, je suis resté là-bas en tout 5 mois. Ah ouais! Donc du coup, t'as même pas cherché en fait, un autre logement et tu t'es dit: «Bah, en fait, on va rester là puisque ça se passe bien, quoi». C'est ça. J'avais toute ma vie dans ma petite Twingo. Et à ce moment-là, voilà, je suis passé du matérialiste au minimaliste.
direct et voilà et je suis resté, je suis resté, alors dans les 5 mois où je suis resté chez eux, j'ai fait une coupure de 3 semaines où je suis allé au col du Bonhomme, enfin au village du Bonhomme, qui est juste avant le col, où, j'ai fait mon deuxième vrai chantier participatif où, chez Materne, on a fait donc, en 3 semaines, on a commencé à monter une maison, paille, un flexagone, comme on appelle ça, donc en paille porteuse, CST, cellule sous tension. Donc mon 1er chantier participatif de 3 semaines d'affilée à 15 sur le chantier, 24 heures sur 24, enfin tout Waouh! le temps, pendant 3 semaines avec 14 autres personnes que je connaissais pas avant d'arriver sur le chantier participatif, qui venaient d'un peu partout en France et puis Materne quoi et je une 2e bombe quoi, un deuxième feu d'artifice quoi. Premier feu d'artifice de Ouais, la le découverte personnage du t'a chantier beaucoup plu? participatif. Les personnages, tous les personnages. Materne forcément, Materne c'est je dirais c'est ouais, c'est comme Gaël et Marie, c'est un ami. Mmh. C'est devenu un ami quoi. C'est des rencontres comme ça, incroyables quoi. La Materne m'a aidé à mettre des choses lourdes de mon passé, des choses lourdes de mon passé vraiment antérieures, vraiment qui datent de mon enfance et cetera, des grosses douleurs de mon enfance. Il m'a permis de les classer, de les ranger, de les mettre de côté pour continuer à avancer dans ma vie. C'est ce 2e le 1er chantier participatif m'a mis en selle. Le 2e chantier participatif, et Il t'a mis au ça galop? m'a ouais, c'est ça, ça m'a mis avant j'étais au trot après je suis vraiment parti au galop et ouais et la découverte de la vie en communauté, 14 personnes, la paille, la terre et cetera, les enduits terre fermentés, bien sûr. La fermentation des enduits terre, la paille porteuse, la charpente, enfin le bois et tout, et plein de choses que je connaissais pas, quoi. Je veux dire, quand j'étais chez Gaël et Marie, j'ai taillé de la pierre, j'ai claqué du granit, ouais, j'ai fait des drains, j'ai fait un peu de la couverture, j'ai fait de la menuiserie, on allait chercher un linteau dans leur forêt on est parti avec Gaël à 17 heures, on a monté le linteau, au Tir-Fort, on a fini à 22 heures, devant l'ouverture de la future baie vitrée, enfin, des trucs incroyables. J'en viens à la paille porteuse, les repas, les discussions, la vie en collectivité, étaient ouais, des moments émotionnels, intenses, quoi. Et de l'écoute, de la parole, de l'écoute et tout, c'était vraiment génial. Et de fil en aiguille, c'est ce qui m'a à un moment lancé dans l'idée de partir faire un petit tour de France des chantiers participatifs. Donc là, on se retrouve en fin 2021. Donc fin 2021, je pars pour je sais pas combien de temps. En fin de compte, je me mets pas de date butoir, je me mets rien du tout. Je me dis que j'ai encore le temps. Je suis pas stressé. Mon conseiller Pôle emploi me fout une paix royale. Donc j'ai tout loisir de de tracer ma route tranquillement. Du coup, je reprends toutes mes affaires, je repars de chez Gaël et Marie et je vais au gré des vents, de chantier participatif en chantier participatif. Et du coup, je m'impose une chose quand même, c'est le plus possible rester au moins 15 jours. Rester au moins 15 jours chez un organisateur ou une organisatrice de chantier participatif Oui, pourquoi? pour apprendre à connaître les gens déjà, pour apprendre à connaître les personnes et pour prendre le temps aussi d'apprendre les techniques parce que bah il y avait beaucoup de choses à apprendre. La preuve c'est que voilà, j'ai fait comme ça ça m'a permis de faire du greb,
Ça m'a permis de faire des enduits, ça m'a permis de faire de la charpente, ça m'a permis de faire de l'isolation thermique intérieure en chaux chanvre, branché, heu, dans le Finistère, un truc que je connaissais pas du tout. Quand j'étais chez Gaël et Marie, j'ai appris ce que c'était une pompe Bélier. Et ben, sur un chantier participatif, j'ai réussi à le mettre en œuvre. Donc j'ai eu 15 jours, donc j'ai eu le temps entre les différents travaux. Dès que j'avais du temps libre, j'allais tester ma pompe Bélier, j'allais travailler dessus pour essayer de la faire fonctionner. Donc là, j'ai réussi à faire fonctionner monter et faire fonctionner ma première pompe Bélier. Super. J'ai fait, Tu récupéré un savoir quelque part sur un chantier et j'ai quelques mois récupéré après, tu l'as énormément remis de, ailleurs. bah oui, je l'ai remis ailleurs. J'ai repris ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, les conseils, etc. Euh, mais en même temps, j'ai appris énormément de choses. Que ça soit technique ou humain. Je veux dire, c'est comme ça que j'ai découvert, que j'ai entendu parler du Gabion, donc organisme de formation très connu dans l'éco-construction. Et voilà. Et du coup, que j'ai entendu parler de leur formation d'ouvriers professionnels en éco-construction, de l'ouvrier professionnel en restauration du patrimoine. C'est quand j'étais en chantier participatif le couple justement chez qui j'étais, où j'ai fait la pompe Bélier, m'ont aidé à faire mon CV, ma lettre de motivation pour mon inscription à la formation au PEC du Gabion. Donc voilà, j'ai découvert plein de choses. Tu nous parles de la formation, du gabion parce qu'en fait, ça nous ouvre un petit peu, sur la suite. Tu pas fait, enfin, tu fait des chantiers participatifs. Pôle emploi devrait nous payer d'ailleurs pour ça. Je rigole, mais je pense que j'ai l'impression que c'est quand même un très, très bon usage, de ton temps de chômage, parce que tu t'es formé, tu t'es retapé, tu as créé du réseau relationnel. Clairement, tu as vraiment augmenté ton employabilité C'est et tu clair. t'es même reconverti. C'est Tu veux ça, nous raconter un peu? c'est une vraie reconversion professionnelle. Je veux dire, c'est pas du bricolage, c'est du travail professionnel, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui rénovent ou qui construisent leur maison. Ce sont des sachants, donc, et ils prennent le temps de nous apprendre des techniques de façon très concrète. J'ai fait beaucoup de théorie et beaucoup de pratique. J'en ai fait beaucoup sur le greb. J'ai quand même fait sur les chantiers que j'ai fait en 2 mois. Donc je suis parti 2 mois. Donc je suis parti jusqu'au Finistère Sud pour revenir après en Alsace pour les fêtes de fin d'année. Donc sur le greb, enfin sur tous les chantiers que j'ai fait, j'en ai fait un tiers qui sont du greb. Donc c'est là où j'ai appris le plus. J'ai appris beaucoup sur les enduits-terre, sur la paille. Et j'ai appris aussi sur des normes, sur plein de choses. À quel moment tu t'es mis en tête d'aller, te former, sur ces métiers un peu plus officiellement avec une formation, reconnue, Euh, ouais, à peu près mi-décembre 2021. Ouais, donc ça a été Mi-décembre assez vite quand même. 2021. Oui, bah, et forcément, ça a mis entre le moment où j'ai fait mon premier chantier participatif et le moment où je me dis je vais faire l'OPEC au Gabion, il s'est passé un peu plus de 6 mois. Ah ouais, Mais ça va vite. parce que j'ai été rapidement boulimique de chantier participatif. J'ai voulu ce que j'avais découvert en faisant les chantiers participatifs de Gaël et Marie et celui de Materne m'avait m'avait boosté, quoi. Il y avait J'avais énormément d'énergie en moi. J'avais une une vitalité, une force, une bonne humeur, une je me sentais extrêmement bien, quoi. Du coup, je voulais me former là-dedans. Je savais pas dans quoi j'allais aller parce que je connaissais pas du tout. Et c'est en faisant ce petit tour de France que au gré des discussions, j'ai entendu parler de l'ouvrier professionnel en éco-construction, j'ai entendu parler du Gabion. Et après, ben, je suis allé sur Internet, je suis allé me renseigner, je suis allé regarder qu'est-ce qui se passait, comment c'est financé, est-ce qu'on doit le financer avec un CPF ou comment ceci, cela. Enfin voilà, j'ai tout regardé. Et moi, j'étais prêt à aller à Man dans le sud-est de la France pour faire ma formation au PEC, quoi. En fin de compte, après les fêtes de fin d'année, j'ai voulu repartir en chantier participatif.
Et en même temps que je repars en chantier participatif, en même temps je candidate pour la formation au Gabion. J'ai une réponse, enfin voilà, j'ai les entretiens et tout, j'ai une possibilité de réponse positive. Et j'ai les entretiens en fin de compte et j'ai Pierre Salé, le directeur du Gabion, qui me dit ah, si tu veux, tu peux descendre à Man, faire la formation OPEC, il y a aucun problème, mais sache que si tu peux attendre 3-4 mois de plus, il y a une formation spécifique sur le patrimoine bâti de l'Alsace qui va s'ouvrir à l'écomusée d'Alsace. Donc voilà, il m'a dit t'as 24 heures. Pour moi, ton dossier il est accepté. T'as 24 heures, t'as 24 heures pour choisir si tu descends dans le sud-est ou si t'attends quelques mois et que je te laisse une place pour l'OPEC en Alsace. Et voilà. Faut savoir que quand j'ai candidaté pour la formation au Gabion, donc la formation la formation était financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, si je me souviens bien, quand je devais descendre dans le sud. Et du coup, il y avait rien à débourser. Et du coup, tout ce qu'il fallait, bah, c'est avoir une lettre de son conseiller Pôle emploi qui comment dire, qui valide la demande de formation que j'avais faite. Et ça, quand j'ai fait cette demande, en fin de compte, j'avais jamais eu mon conseiller Pôle emploi depuis presque 2 ans au téléphone. Et quand j'ai contacté mon conseiller Pôle emploi pour avoir cette fameuse lettre, eh ben, je l'ai reçue 48 heures après, ma Ah demande. ouais, Donc ouais, il a bien compris. je suis tombé sur un conseiller Pôle emploi qui m'a, voilà, je lui ai expliqué simplement ce que je voulais faire. J'étais très direct, j'étais très cash, j'étais tout de suite pour lui montrer que j'étais hyper motivé. Et il a été dans mon sens. Et 48 heures après, j'avais ma lettre, donc je pouvais officiellement candidater pour la formation. Et effectivement, j'ai attendu quelques mois de plus pour faire la formation donc à l'OPEC Alsace, à Elle s'est bien l'écomusée passée cette d'Alsace. formation? Parce que c'était la première session, elle est Et reconduite, je là, c'était pense, là, mais on aurait pu se dire c'est la première session, ça va être un peu truc. Et ben que ça soit faut savoir que tous les formateurs dans les différents corps d'État de cette formation étaient tous des professionnels en activité, reconnus pour leurs compétences, donc reconnus par leurs pairs pour leurs compétences dans leur domaine dans leur corps d'État. Et du côté des stagiaires, eh ben ça a été incroyable. Ça a été presque fusionnel. Ça a été incroyable. vous 10 étiez combien? personnes, 5 hommes, 5 femmes, donc la parité totale. Je dis pas qu'il y a pas eu quelques accros, mais globalement, voilà. Il y a quelque chose que au début, ça, c'était un peu tendu parce que les caractères, les égos, etc., forcément, ça peut créer un peu de tension, quoi. Et puis, on n'est pas tous là pour la même raison. On n'est pas passés tous par le même parcours pour en arriver à cette formation d'OPEC. Je retrouve, je retrouve d'ailleurs sur cette formation OPEC Noah, avec qui j'ai fait un chantier participatif, le deuxième chantier participatif, celui chez Materne. Donc lui, c'était un ingénieur, c'est un ingénieur qui avait déserté à l'époque son école d'ingé et que j'avais rencontré. Ouais. Et du coup, je l'ai revu à l'entrée à l'OPEC. Et tous les deux, pendant ce chantier participatif chez Materne sur la paille porteuse, on avait il y avait un truc, c'était une fois par semaine, à la fin de la semaine, il y a le fameux bâton de parole. Donc le bâton de parole, c'est celui qui a le bâton parle de ce qu'il a ressenti pendant toute la semaine par rapport au boulot, par rapport à la vie en communauté, par rapport à des soucis qu'il aurait pu avoir avec un tel ou un tel pendant la semaine. Et pendant que la personne qui a le bâton de parole, pendant que la personne parle, les autres se taisent et ils écoutent et rien d'autre. Et c'est vraiment ce qui, sur ce chantier de 3 semaines, avec 15 personnes qui se connaissaient pas ni d'Adam ni d'Ève avant, et ben ce bâton de parole, c'est ce qui a fait que pendant 3 semaines, ça s'est très bien passé. Et qu'on a réglé beaucoup de petits problèmes qui auraient pu devenir de gros problèmes.
On a réussi à les régler via ce bâton de parole en toute quiétude et dans le respect. Et du coup, quand il y a commencé à avoir des tensions au sein de la formation OPEC, et ben, cette idée du bâton de parole, on l'a reprise du chantier participatif pendant la formation. Donc voilà, je dirais qu'à la fin, on l'a plus utilisé parce qu'on en avait plus besoin. Mais pendant la première moitié de la formation, ce bâton de parole, il a été important. Ceux qui n'avaient rien à dire n'avaient rien à dire, et ceux qui avaient quelque chose à exprimer pouvaient l'exprimer librement, C'est marrant. sans être interrompu, pardon. Ce que tu dis, c'est une fois de plus encore, c'est, l'illustration de savoir ou de savoir-faire, qui sont, pris quelque part, redéposés ailleurs, qui circulent comme ça, avec ce genre d'expérience. Je trouve ça, hyper intéressant. Enfin, nous, c'est ce qu'on aime aussi forcément. C'est la raison d'être aussi du réseau Twiza, au-delà de d'offrir des opportunités à des gens de créer du lien, de se construire, de se reconstruire, comme on a pu le voir. C'est aussi le fait de se dire que bah on n'a pas besoin de penser à la place des gens pour leur dire qu'est-ce qui est bon pour eux ou pas. Il suffit qu'ils se rencontrent, qu'ils s'essayent, qu'ils fassent, et puis après ils savent très bien faire par eux-mêmes. Ils font un choix et les choses circulent. Il faut juste qu'il y ait un maximum d'interaction entre les gens. C'est vraiment ça, je dirais, le postulat idéologique et de base en fait du réseau quoi. Et après les choses se font naturellement parce que les gens sont intelligents. En tout cas, c'est comme ça qu'on aime bien voir les choses. Bah, c'est un super parcours parce que du coup, tu as trouvé du travail assez rapidement, j'imagine, après cette formation. Bah, après cette formation, en fin de compte, moi, comment dire? J'ai pas la fibre entrepreneuriale. Du coup, je me sentais pas de me lancer, tout seul dans un truc. Moi, j'avais vraiment envie de faire ce que j'avais trouvé beaucoup sur le chantier participatif, c'est faire du collectif, faire ensemble. Et du coup, j'avais besoin d'être entouré. Je sentais de toute façon que j'avais encore besoin d'apprendre. Voilà, une formation de 9 mois où on apprend de la charpente traditionnelle, de la charpente ossature bois, de la maçonnerie, de la taille de pierre. Qu'est-ce qu'on a fait? De la couverture. On a fait des enduits terre. On a fait du chaud-chanvre. Enfin voilà, et on a appris énormément de techniques et beaucoup de choses en 9 mois. Ça a été hyper dense. Mais voilà, après, il s'agissait d'aller chercher à se spécialiser un peu plus. Et puis en même temps, j'avais pas envie d'arrêter les chantiers participatifs, j'avais envie de continuer de ce côté-là aussi. Mais surtout, professionnellement, j'avais envie de faire collectif. Du coup, dans la foulée de l'obtention du diplôme en éco-construction, je suis parti dans une grosse boîte de charpente voilà, du département. Et parce que j'avais vraiment envie de faire de la grosse charpente. J'avais vraiment envie de faire un truc énorme. Je me disais que même si j'en fais pas beaucoup, je voulais juste découvrir ce domaine-là. Et voilà, j'ai signé tout de suite un CDI. Et au dernier jour de ma période d'essai, j'ai dit à mon patron de l'époque, je continue pas. J'ai dit, je continue pas, je peux pas continuer dans votre entreprise. Pour dire, en fin de compte, j'étais retourné dans des travers en fin de compte, et cette fois-ci, et là je veux le dire, c'est que j'ai été capable d'écouter mon subconscient. J'étais capable d'écouter mon subconscient parce que la boîte dans laquelle j'étais, ça faisait 3 jours que j'étais dans l'entreprise, et voilà, j'ai dit à mon chef d'équipe que j'avais jamais rencontré un sale type dans son genre. De toute ma vie, je dirais pas ce que je lui dis réellement, hein. On va rester Voilà. correct. On va rester correct, mais je lui ai dit que voilà, j'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi, bah, Et il donc du coup, était, t'as réussi à mettre un terme à cette expérience qui était toxique, c'est et ça, t'as c'était rebondi par ailleurs. professionnellement, c'était très intéressant. Techniquement, c'était vraiment très intéressant de faire de la grosse charpente, mais humainement, c'était vraiment intolérable pour moi. D'accord. Après tout ce que j'avais vécu de chantier participatif, de formation en éco-construction, de partage, d'entraide, de
de soutien, d'ouverture d'esprit, etc. J'ai l'impression de retourner en arrière. Du coup, j'ai dit stop là. Et au moment où j'avais fini ma formation, en fin de compte, j'en reviens au premier chantier participatif, Gaël et Marie. Alors, ben, il y a un des frères de Gaël qui est co-gérant d'une entreprise qui fait de la couverture, de la charpente et du photovoltaïque. Ces gens-là, en fin de compte, là, en restant avec Gaël, en fin de compte, et Marie pendant 5 mois, bah forcément, on fait beaucoup de choses. On fait aussi beaucoup d'activités extra chantier participatif, quoi. Du coup, j'ai fréquenté des membres de leur association qui font des festivals et beaucoup d'animations dans la vallée où j'étais à ce moment-là pour les chantiers participatifs, ce qu'on appelle le Val d'Argent. Et du coup, je rencontre le frère de Gaël, qui s'appelle Gwen. Je rencontre son ami Martin et son autre ami June. Et ben ces trois-là sont les co-gérants de l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. Mais à l'époque, je savais pas qu'ils avaient une entreprise ou rien du tout, quoi. Je sais juste que Gwen est chauffagiste, je sais que Martin est carreleur et je sais que June est charpentier, quoi. Voilà, de festivals, de feux de la Saint-Jean, de plein de choses, de fêtes de la musique. Je fais du bénévolat dans leur association, je discute avec eux, je les rencontre, etc. Et à la fin de ma formation éco-construction, bah, je cherche un appartement. Il faut que je m'établisse. Il faut cette fois-ci que je me pose vraiment pour pouvoir accueillir mes enfants décemment, etc. Et puis même que je puisse me poser dans ma vie et que je puisse me poser professionnellement, quoi. Et bah forcément, je recontacte Gaël qui me dit, bah il y a Martin, un des co-gérants de la boîte, qui doit avoir un appartement pour toi. Essaye de voir avec lui. Et au moment où je signe le bail avec Martin, bah il me dit, bah pourquoi t'es pas venu chez nous? Il y a sûrement une place pour toi dans l'entreprise, quoi. Je dis ouais, le photovoltaïque, je sais pas trop, machin, bidule. Je vais quand même faire de la charpente. Si jamais ça marche pas, je reviens vers vous. S'il y a encore une place, je veux bien y aller. Bah voilà, j'y suis actuellement et ça va faire bientôt 1 an que j'y suis. On fait beaucoup de photovoltaïque. On fait un peu de charpente et de la couverture aussi, mais surtout beaucoup de photovoltaïque. Mais après, on fait des gros projets. On est surtout on est sur des collectivités. On est sur des agriculteurs, des hangars agricoles. Donc on est dans des industries où maintenant on fait un peu plus des PME. Généralement, on fait plutôt des grosses surfaces. Et Mais là où je veux en venir, c'est que si je suis actuellement toujours dans cette entreprise, c'est parce que le photovoltaïque, c'est ce qu'on appelle de la haute intensité sociale. C'est-à-dire que quand on travaille dans le photovoltaïque, quand il faut poser du panneau photovoltaïque, c'est bien d'être beaucoup. Donc mmh, généralement, souvent sur les grosses surfaces, on se retrouve 14 sur le même toit à poser du panneau, mais on fait pas que poser du panneau, on discute, on rigole, on partage, on s'entraide, on fait fonctionner l'intelligence collective dans cette entreprise. Voilà, il y a personne qui nous pousse à la production. on retrouve un truc qui te tient à cœur, c'est le collectif et le relationnel. C'est C'est au ça, final plus que la matière que tu travailles. et plus que la matière que je travaille, c'est vraiment l'intelligence collective. C'est vraiment la bêtise collective arrive plus facilement à se développer, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et c'est bien je trouve que c'est vraiment très beau de travailler dans une entreprise qui encourage et qui développe l'intelligence collective. C'est vraiment fondamental. Et c'est Et assez rare malheureusement. Et oui, du coup, je voulais te proposer, mais tu pas obligé d'accepter, je voulais te proposer une carte blanche, un truc que j'ai qui est inspiré de ce qui se fait dans un autre podcast, donc une carte blanche pendant 2-3 minutes, si tu veux, moi je décroche, j'écoute pas, tu dis ce que tu veux et puis, bah, je le découvrirai après, puis de toute façon on gardera. Que ça me plaise ou pas, ça m'étonnerait que tu dises des choses qui me plaisent pas et je prends pas trop de risques, hein, en vrai et puis, comme ça je vais me boire un coup ou je vais regarder le soleil, 2 minutes. Est-ce que tu veux relever le challenge? ok, ça marche. Ça Je me marche? lance. Allez, à tout de suite. Ça marche, à tout de suite. Et ben voilà.
Maintenant, ce que moi je voudrais dire, c'est par rapport à ce que j'ai vécu, c'est que vraiment il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions, de vraiment s'écouter au fond de soi et de se demander si vraiment on a un doute sur le côté, de je dirais pas développement personnel, mais sur le côté, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est heureux dans sa vie? Est-ce qu'on est heureux dans sa vie professionnelle? Est-ce qu'on est heureux dans sa vie personnelle? Il faut vraiment, à un moment, il faut si on si on sent les signes avant-coureurs que comme moi je les ai sentis, il faut vraiment pas hésiter à prendre le temps de s'écouter, pour être sûr de si ça va bien ou ça va pas bien. Et si ça va pas bien, il faut vraiment pas hésiter à prendre un virage à 90 degrés et, et changer complètement de voie. Ça peut être, c'est forcément très déstabilisant. C'est forcément très, on se sent un peu en insécurité. Forcément, on a cette habitude d'avoir un travail. On se dit qu'on a un contrat à durée indéterminée, on a un salaire, on a beaucoup de choses. C'est forcément un peu insécurisant, mais pour l'avenir, franchement dit, c'est beaucoup mieux pour n'importe qui, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre entourage, que ce soit pour vos amis, heu, que, heu, que vous écoutiez. Parce que si je l'avais fait à l'époque, ben, forcément je serais pas là. Mais j'aurais sûrement beaucoup moins souffert que ce que j'ai souffert. Mais voilà, aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de moi. Je suis fier de mon parcours. Je suis fier de tout ce que j'ai fait ces dernières années. Je suis très heureux d'avoir découvert Tuisa. Je suis très content. Ça m'a permis ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Ça m'a permis aussi de reprendre confiance en tous les autres. Ça veut dire pas seulement se préoccuper de soi-même, mais de nouveau, hem, se préoccuper aussi des autres, de comment ils sont, heu de qui ils sont, quels sont leurs parcours à eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils sont aujourd'hui, comment ils sont arrivés là, et cetera. Ça permet ça permet de beaucoup de se développer. Ça amène une énergie folle et incroyable, et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est incroyable. Ça va, ça a pas été trop dur comme exercice, Stéphane? C'est forcément un peu, quand on n'a pas l'habitude, c'est forcément un peu, ouais, c'est un peu bizarre. Mais c'est juste, voilà, c'est juste une rétrospective, c'est un passage rapide sur de tout ce qu'on a parlé Ah pendant, super. On n'a pas eu le temps depuis, de parler, du fait que, pour notre plus grand, plaisir tu as aussi rejoint ce qu'on appelle chez nous le groupe des membres actifs. Alors on va pas en faire une vraie conversation, mais si tu veux en dire deux trois mots, expliquer ce que c'est pour toi être membre actif du réseau Twiza et pourquoi tu l'as rejoint et quelle satisfaction tu peux y trouver? quand on m'a proposé de faire partie des membres actifs du réseau, donc déjà en premier donc accueillir les organisatrices et les organisateurs de chantiers participatifs, donc faire leur accueil téléphonique. Donc un organisateur, organisatrice publie un brouillon de chantier et nous on va les accueillir au téléphone pour leur souhaiter la bienvenue, pour vérifier que le chantier respecte les règles, pour partager avec eux aussi de leur expérience, de leur appréhension, de leurs doutes. Je dirais les rassurer, parce que quand c'est la première fois qu'on publie un chantier participatif, on se demande un peu, forcément un peu où on atterrit
et ça leur voilà, ça fait du bien à la personne qu'on appelle. Elles sont rassurées. Donc ça, c'est la mission sur laquelle tu t'es positionné? Parce qu'il y a différentes missions, les membres actifs, mais c'est vrai que celle-ci, c'est la plus difficile, je pense, hein, c'est accueillir les organisateurs de chantiers participatifs? Bah, je sais pas si c'est la moi, ça a pas été la plus difficile. Ça a été vraiment, dès le premier appel, ça a été vraiment révélateur. Ça a été, une énorme bouffée de joie, de bonheur, de partage, c'est un appel un accueil téléphonique, c'est mieux qu'un antidépresseur, hein. C'est carrément après une journée difficile, après une journée de travail, on est forcément un peu fatigué, machin bidule, truc. Après une journée de travail, si on est un peu, fatigué, un peu chafouin, machin bidule et ben, faites un accueil de chantier participatif. Après, c'est la Mmh. pêche, c'est sourire, on rigole, on sourit, on met la musique et puis on est reboosté et puis ça repart quoi. Et puis généralement, voilà, c'est pareil quand j'ai commencé à faire des accueils de chantier participatif, bah, j'ai tout de suite été enthousiasmé par la chose. Je suis devenu boulimique. Dès que je pouvais faire un accueil de chantier participatif, je le faisais parce que c'était une rencontre chaque fois, c'est une rencontre, c'est une découverte, c'est du partage, c'est des rires, c'est beaucoup de choses quoi, c'est que du bonheur quoi Et puis c'est très, et très utile, hein, parce que tu as une expérience, hyper intéressante à apporter aux organisateurs, c'est donc ça. je pense qu'ils l'apprécient aussi. J'ai une expérience de chantier participatif qui me permet de, ben, dans le descriptif, de chantier que Théo ou Amy, peuvent mettre dans le tableau, Airtable. Ça permet de lire un court descriptif du chantier participatif, un peu de l'organisateur ou de l'organisatrice. Ça permet un peu de préparer cet entretien téléphonique. Moi, j'adore toujours préparer mes entretiens téléphoniques à l'avance, bien lire la fiche, bien lire le brouillon, bien voir là où il y a des questions, là où il peut y avoir par rapport à la trame d'accueil, là où ce qu'il peut y avoir des petits trucs, voir un peu les appréhensions qu'on peut déjà décrypter sur le brouillon de la. Bon après, là, on rentre un peu trop dans les détails pour les gens qui nous écoutent, mais je pense qu'au moins ils entendent, qu'il y a un vrai travail, soigneux, d'accueil des gens et ça c'est Mais je pense, oui, je pense que c'est très important. C'est très important de préparer son accueil du chantier participatif. En tout cas, moi, j'y mets tout mon cœur. Pour moi, voilà, c'est un plaisir, un plaisir pur de faire ça, quoi. J'adore faire ça, même si je j'ai sens bien que beaucoup tu y moins mets de tout temps en ton ce cœur. moment de le faire, quoi. Ouais, bah, écoute, c'est des périodes, hein. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voulais passer pour conclure? Avant que moi je pose ma conclusion, mais, Mmh, je sais pas, après, le réseau, c'est pas que des chantiers participatifs. Attends, il y a le forum. Je vois que le forum est très actif. C'est un forum incroyable. C'est moi j'essaie d'y passer au moins une fois par semaine parce que il y a tellement de choses qui y passent. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de bienveillance sur ce forum. Il y a aussi, il y a comment dire, il y a bah, les autres membres actifs. Donc il y a les discussions avec les autres membres actifs du réseau. Il y a eu les rencontres nationales il y a pas longtemps, donc ça nous a permis de nous retrouver. Ça a été pareil, un ah grand oui, moment de bonheur, un grand moment. un grand moment de bonheur, un boost incroyable, un boost sur lequel je suis encore actuellement parce que j'y repense souvent et ça redonne tout de suite le sourire et la banane, ça redonne de l'énergie à chaque fois. Voilà, j'ai découvert une autre membre active, Ninon, qui est à Strasbourg, donc pas loin de moi, avec qui on échange souvent maintenant, que ce soit sur les chantiers participatifs, que ce soit sur le réseau, etc. Sur les événements sur lesquels on pourrait, par exemple, être présent, etc. Donc il y a du développement chez nous en Alsace. C'est porteur, c'est positif, et je rencontre via mon travail, via le réseau et via les connaissances, je rencontre de plus en plus de personnes qui sont attirées par l'éco-construction, à qui je peux parler de Tuisa
pour développer ça de plus en plus, ça prend de l'ampleur, c'est vraiment ultra positif. Bah, merci Stéphane. Écoute, moi je suis vraiment, très, très reconnaissante de ce témoignage que tu as pu faire. Il y a une grande, grande diversité de profils et d'expériences au sein du réseau Twiza. Et toi, voilà, tu incarnes à merveille une des expériences qui sont les plus, je dirais, les plus motivantes pour nous au sein de l'équipe. Tu vois, on a parlé de beaucoup de choses et très très peu de bâtiments en vrai, parce qu'il y a quelque chose qui est clair chez nous, c'est que tout ce qui se passe d'humain pour les individus ou pour le lien entre les individus, pour le collectif, c'est vraiment ça qui nous anime, c'est ça qui nous donne envie le matin de nous y mettre, et c'est ça qui nous rend fiers le soir à la fin de la journée. Et donc t'as très bien incarné ça comme expérience, mais maintenant tu fais partie de la machine. Et donc bah merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour ton temps. Je suis même sûr qu'il y a des gens qui se retrouveront et peut-être que ça les aidera à marcher dans tes pas. J'espère avant que le burn-out les force. Et si bah ici ils sont déjà passés, bah au moins ils savent qu'il y a parmi tous les chemins possibles, il y a celui-là qui permet de commencer à se redresser. Je vois bien que ton parcours, il est bien lancé, il est pas fini, il est bien lancé et on voit que tu as appris aussi. Non, enfin moi je suis ravi et je me sens vraiment, vraiment, je me sens utile dans ce monde quand je vois que j'ai pu modestement participer avec tant d'autres personnes à ce que ce genre de choses soit possible. Merci beaucoup pour ça, Stéphane. Et je te souhaite du coup une bonne soirée. Merci à toi. Merci à toi Cédric, merci à Tuisa, merci à tout le monde. Je dirais juste encore une dernière chose, le chantier participatif, c'est presque un prétexte à se rencontrer et à partager et oui, effectivement, c'est d'abord l'humain. Merci beaucoup.